Le texte m'est parvenu à 18h47, un mardi, alors que je quittais nos bureaux de Palo Alto après une journée de 16 heures. Marcus, Lily à propos du mariage le mois prochain. Il faut qu'on parle. Je me suis arrêté de marcher, debout au milieu de notre hall d'entrée dont les fenêtres du sol au plafond donnent sur le campus de Stanford au loin. Raj, mon directeur technique, était à côté de moi et discutait des dernières améliorations apportées aux algorithmes. Donnez-moi une seconde, lui ai-je dit en ouvrant le message complet. Marcus, Emma et moi avons parlé de la liste des invités. Ses collègues du Times viendront, ainsi que des journalistes très en vue. Elle a gagné un Pulitzer, Lily. C'est important pour sa carrière. Vous travaillez dans l'assistance technique? L'informatique ou autre? Ce n'est pas le même niveau. Nous pensons qu'il serait préférable que vous ne participiez pas au mariage. C'est moins gênant pour tout le monde. Nous dînerons à notre retour de lune de miel. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. Raj a remarqué mon expression. Tout va bien? Mon frère vient de me désinviter de son mariage. Quoi? Pourquoi? Parce que son fiancé est trop important pour être vu avec quelqu'un qui travaille dans le support technique ou l'informatique ou je ne sais quoi. Les yeux de Raj s'écarquillent. Il ne sait pas que vous êtes le PDG d'une entreprise de 2,1 milliards de dollars? Apparemment, non. J'ai fondé Neural Systems il y a 6 ans, à la sortie du programme de doctorat en intelligence artificielle de Stanford. Nous avons développé des algorithmes révolutionnaires de traitement du langage naturel qui alimentaient tout, des diagnostics médicaux à la recherche juridique. Nous employions 340 personnes. Avions des bureaux dans 5 pays et venions de clôturer notre cycle de financement de série D à une valeur de 2,1 milliards de dollars. Forbes m'avait appelé 3 semaines auparavant. Ils voulaient m'interviewer pour leur liste des 30 Under 30 dans la catégorie technologie. L'entretien était prévu pour la semaine suivante. Mon frère Marcus, de 2 ans mon aîné, était directeur marketing dans une entreprise pharmaceutique de taille moyenne à New York. Il gagnait bien sa vie, avait un bel appartement à Brooklyn et était fiancé à Emma Chin, une journaliste d'investigation du New York Times qui avait remporté le prix Pulitzer l'année dernière pour sa série sur la discrimination en matière de logement. J'avais rencontré Emma exactement 2 fois. Une fois lors de leur fête de fiançailles, il y a 8 mois, où elle avait été charmante mais distraite, répondant déjà aux appels de son rédacteur en chef. Et lors d'un dîner de famille où elle avait passé la majeure partie du repas sur son téléphone, vérifiant des sources pour un article. Les 2 fois, lorsque Marcus m'a présenté, il a dit « Voici ma petite sœur Lily. Elle travaille dans la technologie. » C'est tout. Elle travaille dans la technologie, c'est tout. Et elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais en particulier. Il n'a jamais visité mon bureau. Il n'a jamais consulté le site web de Neural Systems. Il n'a jamais pris la peine de me chercher sur Google. Pour être honnête, je ne l'ai jamais corrigé. Lorsque j'ai créé la société, j'ai dit à ma famille que je travaillais dans une start-up. Lorsque nous avons obtenu notre premier gros client, j'ai dit, la société se porte bien. Lorsque nous avons levé notre série A, j'ai mentionné que nous avions obtenu un financement. Mais je n'avais jamais dit à Marcus. Je suis le PDG et le fondateur d'une entreprise d'intelligence artificielle en pleine expansion. Pourquoi l'aurais-je fait? Il ne me l'avait jamais demandé. J'ai tapé une réponse à son message. J'ai compris. Félicitations. Pas d'explication. Pas d'argument. Juste une reconnaissance. Marcus n'a pas répondu. Rogue me regardait toujours avec inquiétude. Ça va? Oui. J'ai rangé mon téléphone. Qu'est-ce que tu disais à propos des améliorations de l'algorithme? Nous avons parlé de travail pendant encore 20 minutes. Puis je suis rentré chez moi, dans mon appartement de Mountain View. Il était petit. Une chambre, rien d'extraordinaire. Je l'avais acheté lorsque la société était encore en difficulté et je n'avais jamais pris la peine de l'améliorer. La plupart de mon argent était réinvesti dans des systèmes neuronaux ou dans des investissements auxquels je ne prêtais guère attention. Cette nuit-là, je me suis couché en pensant à Marcus. Il avait toujours été l'enfant chéri. Populaire, athlétique, avec un succès conventionnel. J'avais été l'enfant bizarre. Obsédé par les ordinateurs, plus à l'aise avec le code qu'avec les gens, toujours plongé dans des travaux de recherche.
Nos parents nous aimaient tous les deux, mais ils avaient mieux compris Marcus. Lorsqu'il avait été admis à Columbia, ils avaient organisé une grande fête. Lorsque j'ai été admise au programme de doctorat de Stanford avec une bourse complète, ils m'ont dit, c'est bien, chérie, mais quand auras-tu fini tes études? Ils étaient venus à la remise des diplômes de Marcus. Ils avaient manqué ma soutenance de thèse parce qu'elle coïncidait avec la retraite annuelle de l'entreprise de Marcus, qui recevait un prix d'excellence en marketing. Il y a longtemps que je n'attends plus d'eux qu'ils me donnent la priorité. Mais ne pas être invité au mariage de mon frère parce que je n'étais pas assez accompli. C'était nouveau. L'entretien avec Forbes était prévu pour le mardi suivant à 10 heures. Je ne m'en suis rendu compte que lundi après-midi, lorsque mon assistante, Kelly, m'a transmis l'email de confirmation de Forbes. Votre entretien de demain se fera avec Emma Chin du New York Times, m'a dit Kelly en passant la tête dans mon bureau. Elle a gagné un Pulitzer l'année dernière. C'est une grosse affaire. J'ai eu mal au ventre. Emma Chin, vous êtes sûre? Oui, comme ici. Elle fait une série de profils pour Forbes sur les jeunes leaders de la technologie. Vous êtes l'une des 6 personnes qu'elle interroge. Kelly sourit. Vous devriez être enthousiaste. Ça va être énorme pour l'entreprise. J'ai regardé fixement l'email. La fiancée de mon frère, qui pensait que je travaillais dans l'assistance informatique. J'aurais dû annuler, trouver une excuse, reporter le rendez-vous. Mais quelque chose en moi, la fierté peut-être, l'entêtement ou simplement l'épuisement d'être invisible, m'a poussé à laisser tomber. Je voulais voir son visage lorsqu'elle se rendrait compte de la situation. Le mardi matin est arrivé froid et lumineux. Je m'habillais avec soin dans ce que je considérais comme mon uniforme de PDG. Un pantalon noir ajusté, un chemisier en soie, un blazer structuré. Je portais ma bague de doctorat de Stanford et les simples clous d'oreille en diamant que ma grand-mère m'avait offert. J'avais l'air d'avoir réussi. Professionnel. Comme quelqu'un qui dirige une entreprise de 2,1 milliards de dollars. Emma est arrivée à 9h58. Kelly l'a escortée jusqu'à notre salle de conférence principale, au 3e étage. À travers les parois vitrées, j'ai regardé Emma installer son matériel d'enregistrement, ranger ses notes, consulter son téléphone. Elle avait l'air soignée d'une manière que je n'avais jamais maîtrisée. Des cheveux parfaits, une robe de créateur, un sac de luxe. Elle ressemblait à quelqu'un qui aurait gagné un prix Pulitzer. Quelqu'un d'assez important pour que mon frère désinvite sa propre sœur de son mariage pour éviter de l'embarrasser. À 10 heures précises, Kelly frappe à la porte de mon bureau. Mademoiselle Parker, Mademoiselle Chin est prête à vous recevoir. Je me suis levée, j'ai pris ma tablette avec des notes sur les récentes réalisations de Neural Systems et je me suis dirigée vers la salle de conférence. Emma a levé les yeux lorsque je suis entrée, son sourire professionnel en place. Mademoiselle Parker, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Je suis Emma Chin II, elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son sourire s'est figé. Ses yeux s'écarquillent. Lily. Bonjour, Emma. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi es-tu là? Elle a regardé ses notes, puis m'a regardé à nouveau. Je suis ici pour interviewer Lily Parker, PDG de Neural Systems. C'est moi. Mais vous êtes la sœur de Marcus. La sœur de Marcus, Lily. Qui travaille dans le support technique. Je travaille dans la technique, ai-je corrigé gentiment. Je n'ai jamais parlé de support technique. C'est Marcus qui l'a supposé. Emma s'est assise lentement, son flegme poli se fissurant. Tu es le PDG. Vous êtes Lily Parker, la Lily Parker qui a fondé Neural Systems. Oui, la société est évaluée à 2,1 milliards de dollars. Depuis notre série d'Eclose, oui. L'entreprise que Forbes a qualifiée de « start-up d'IA la plus innovante de la Silicon Valley », ils ont été très généreux avec cette évaluation. Emma m'a regardé fixement. Puis elle a regardé à nouveau ses notes, comme si elles avaient pu changer. Mon producteur m'a donné votre biographie. Vous avez un doctorat en intelligence artificielle de Stanford. Vous avez publié 12 articles avant l'âge de 25 ans. Vous détenez 17 brevets et vous avez été nommé parmi les innovateurs de moins de 35 ans par le MIT Technology Review. Je détiens actuellement 18 brevets. Nous venons juste d'obtenir l'approbation du dernier. Et Marcus pense que vous faites de l'assistance technique. Support informatique, je crois que c'est ce qu'il a dit.
Support technique ou informatique, peu importe. Emma ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle avait l'air vraiment affligée. Oh, mon Dieu. Quand il t'a désinvité du mariage, il a dit, elle s'est arrêtée. Il a dit que tu avais gagné un prix Pulitzer. Il a dit que tu avais gagné un Pulitzer et que je travaillais dans l'informatique. Que ce n'était pas le même niveau. J'ai terminé pour elle. Vous le saviez? Il te l'a dit. Il m'a envoyé un texto mardi dernier. Emma a mis sa tête dans ses mains. Je ne savais pas. Il m'a dit que sa sœur ne pouvait pas venir au mariage à cause de conflits professionnels. Il a dit que tu te sentais mal à l'aise avec ses amis professionnels. Il a laissé entendre que tu étais timide et que tu préférais rester seule. Je suis timide, ai-je répondu. C'est vrai. Mais je ne me suis pas désinvitée moi-même. Non. Il t'a désinvité parce que c'est un idiot qui ne sait pas que sa propre sœur a plus de succès que nous deux réunis. Je me suis assis en face d'elle. Devons-nous faire l'interview? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Emma me regarde, impuissante. Lily, je suis censée t'interviewer sur ton travail innovant dans l'I.A, sur la création d'une entreprise d'1 milliard de dollars avant 30 ans, sur le fait d'être une femme dans la technologie. Et tout ce à quoi je pense, c'est que mon fiancé est tellement égocentrique qu'il ne sait même pas ce que sa propre sœur fait dans la vie. Il n'est pas égocentrique. C'est juste qu'il ne s'est jamais intéressé à mon travail. Nos parents non plus. J'ai l'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Non, je suis d'accord. Mais c'est la réalité. Emma est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle prend son stylo. Et, faisons cette interview. Et je vais le faire correctement en tant que journaliste parce que votre travail mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Mais après, elle marqua une pause, après, il faut que nous parlions. Pas en tant que journaliste et sujet. En tant que personne. D'accord, pendant les 90 minutes qui ont suivi, Emma a fait preuve d'un grand professionnalisme. Elle a posé des questions réfléchies sur la technologie des systèmes neuronaux, sur les défis que représente la recherche de capital risque pour une jeune femme. Sur ma vision du rôle de l'IA dans les domaines de la santé et de l'éducation. Elle a posé des questions sur les percées techniques que nous avions réalisées, sur la culture de notre entreprise, sur la manière dont j'avais constitué une équipe d'ingénieurs de classe mondiale. Je me suis détendue. Je me sentais à l'aise en parlant de mon travail, en expliquant des algorithmes complexes, en discutant de l'avenir de l'intelligence artificielle. C'était ce que j'étais. Emma faisait bien son travail. Elle savait quand approfondir, quand me laisser parler, quand remettre en question mes hypothèses. Je comprenais pourquoi elle avait gagné un Pulitzer. À 11h30, elle a éteint son enregistreur. C'était incroyable, a-t-elle dit. Sérieusement, Lily. Ce que vous construisez va changer la façon dont les gens interagissent avec l'information. L'application de diagnostic médical pourrait à elle seule sauver des milliers de vies. C'est l'objectif. Et vous avez fait tout cela à 29 ans. J'ai eu beaucoup d'aide. Mon équipe est exceptionnelle. Emma remballe lentement son matériel. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit à Marcus? Ou à votre famille? Pourquoi les as-tu laissés penser que tu faisais juste un travail technique normal? J'ai réfléchi à la façon de répondre. Je leur ai dit que j'avais fondé une entreprise. Je leur ai dit quand nous avons eu des clients importants, quand nous avons levé des fonds. Mais ils n'ont jamais posé de questions complémentaires. Ils n'ont jamais voulu de détails. J'en ai eu assez d'essayer de m'expliquer à des gens qui ne voulaient pas m'écouter. Mais Marcus est ton frère. D'une certaine manière? C'est encore pire. Si un étranger ne s'intéresse pas à mon travail, d'accord. Mais ta propre famille. J'ai haussé les épaules. Au bout d'un moment, tu as arrêté d'essayer. Je suis vraiment désolée, dit Emma à voix basse. Et je suis désolée de faire partie de tout ça. Que ma carrière ait servi d'excuse pour t'exclure. Tu n'as rien fait de mal. Mais j'épouse quelqu'un qui l'a fait. Cela me rend complice. Elle s'est levée pour rassembler ses affaires. Je dois appeler Marcus. J'ai besoin de comprendre comment c'est arrivé. Comment il a pu être aussi aveugle aux exploits de sa propre sœur. Emma,
tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Lily, je suis une journaliste d'investigation. Je creuse dans la corruption, je dénonce l'injustice. Je demande des comptes aux puissants. Je ne peux pas faire ça professionnellement et ignorer ce genre de cruauté occasionnelle dans ma vie personnelle. Elle a pris son sac. Merci pour l'interview. L'article paraîtra la semaine prochaine. Et je suis désolée, pour tout cela. Elle est partie. Je suis restée assise quelques minutes dans la salle de conférence, à regarder la ligne d'horizon de Palo Alto. Mon téléphone a sonné. Raj posait des questions sur une décision technique que nous devions prendre. Kelly confirmant la réunion du conseil d'administration de demain. Un investisseur en capital risque demandant une réunion au sujet d'un éventuel financement de série E. Ma vraie vie. Celle dont Marcus ne savait rien. L'appel est arrivé à 15h47. Marcus. Je l'ai laissé sonner dans la boîte vocale. Puis j'ai écouté le message. Lily, c'est quoi ce bordel? Emma vient de m'appeler. Elle est furieuse. Elle a dit que tu étais le PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars? Ce n'est pas possible. Elle a du mal comprendre. Rappelle-moi. Il faut qu'on en parle. J'ai effacé le message sans répondre. Il a rappelé à 16h15, puis à 17h30. À 18h, il a envoyé un SMS. Marcus. Emma me dit que le mariage est annulé. Elle ne veut pas me dire pourquoi. Tu lui as dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé à l'entretien? Moi, j'ai répondu à ses questions sur les systèmes neuronaux. Ce vieux. Marcus, c'est quoi les systèmes neuronaux? J'ai regardé ce texte pendant un long moment. Qu'est-ce que les systèmes neuronaux? La société que j'ai mis 6 ans à construire. L'entreprise que j'avais mentionnée une 50aine de fois dans mes conversations familiales. L'entreprise dans laquelle j'avais investi toute ma vie d'adulte. Et il n'en connaissait même pas le nom. Moi, c'est l'entreprise que j'ai fondée et que je dirige. Celle sur laquelle Emma m'a interviewé pour Forbes. Marcus, tu diriges une entreprise? Depuis quand? Moi. Depuis 2018. Marcus, tu ne m'as jamais dit ça. Moi, je t'ai dit que j'avais créé une entreprise en 2018. Je t'ai dit quand nous avons eu notre premier gros client en 2019. Je t'ai dit que nous avons levé une série de fonds en 2020. Je vous ai dit que nous avons atteint la rentabilité en tout 0 to 1. Je vous ai dit quand nous avons levé la série B en 2022. Vous n'avez jamais demandé de détails. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, Marcus, je pensais que tu parlais d'une petite activité de conseil. Un projet parallèle. Tu sais, une vraie entreprise avec 340 employés et une valorisation de 2,1 milliards de dollars. Marcus, quoi? Oui, je dois y aller. Préparation de la réunion du conseil d'administration. J'ai éteint mon téléphone. L'article de Forbes a été publié le lundi suivant. Le titre était « À 29 ans ». Lily Parker a bâti un empire de l'IA qui change les soins de santé pour toujours. L'article était magnifique. Emma avait saisi non seulement les réalisations techniques, mais aussi la vision derrière les systèmes neuronaux, en utilisant l'intelligence artificielle pour rendre les connaissances des experts accessibles à tous, en démocratisant l'information qui était auparavant enfermée dans des silos de spécialistes. Elle m'a cité abondamment, a inclus des photos de nos bureaux et de notre équipe, a détaillé nos principales percées. Elle m'a qualifié de l'une des jeunes voix les plus importantes dans le domaine de la technologie et de modèle de ce qui est possible lorsque des esprits brillants s'attaquent à des problèmes du monde réel. L'article est devenu viral. Dès le mardi matin, nous avions reçu 147 demandes de la part des médias. Le Wall Street Journal voulait une interview. TechCrunch voulait un profil. NPR voulait que je participe à son émission. Mon téléphone, que j'avais éteint lundi soir, contenait 23 appels manqués de Marcus et 14 SMS. Je les ai lus. Ils passaient de la confusion à la colère, à la panique et à quelque chose qui ressemblait à une véritable détresse. Marcus, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Marcus, papa et maman sont en train de paniquer. Ils n'avaient aucune idée non plus. Marcus. Emma a rompu les fiançailles. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ne connaissait même pas sa propre sœur. Marcus. Lily,
appelle-moi s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Marcus, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'aurais dû faire plus attention. Mais s'il te plaît, parle-moi. Le dernier message est arrivé à 2h47 du matin. Marcus. J'ai lu l'article de Forbes. Tu es incroyable. Je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû me sentir justifiée. Triomphante même. Mon frère qui m'avait renvoyé, qui m'avait désinvité de son mariage, voyait enfin ce qu'il avait manqué. Papa. Je me sentais juste fatiguée. Je l'ai appelé mardi après-midi pendant une pause entre deux réunions. Lily, a-t-il répondu dès la première sonnerie. Merci d'avoir appelé. Je suis devenue folle. J'ai été très occupée. Je sais. J'ai lu l'article de Forbes. L'article de Forbes et puis je t'ai cherché sur Google et putain de merde, Lily. Tu es partout. Il y a des articles sur toi dans Bloomberg, TechCrunch et WeRed. Tu as donné une conférence sur l'IA. Tu as participé à un panel à Stanford. Tu fais partie du conseil d'administration de 2 organisations à but non lucratif. Oui. Pourquoi n'ai-je rien su de tout cela? Parce que tu n'as jamais demandé, Marcus. Pas une seule fois en 6 ans, tu ne m'as demandé sur quoi je travaillais. Ce que faisait mon entreprise. Mais mon titre était « Si les choses allaient bien ». Je pensais, je ne sais pas ce que je pensais. Que vous alliez bien. Mais que vous n'aviez rien de spécial. Que vous étiez heureux dans un travail technique tranquille. J'ai un doctorat de Stanford. J'ai publié 12 articles avant d'obtenir mon diplôme. Qu'est-ce qui m'a fait penser que je voulais un travail tranquille? Silence. Puis, je suis un idiot. Oui. Emma ne veut pas me parler. Elle dit que je ne vois pas clairement les femmes de ma vie. Mais j'ai supposé que tu avais moins de succès parce que tu es ma petite sœur et que tu es plus silencieuse que moi. Elle a dit que c'était un modèle de sexisme occasionnel qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Mais Lily, tu es ma sœur. Si c'était un étranger, d'accord, je suis un con qui fait des suppositions. Mais tu aurais pu me corriger. Tu aurais pu me dire ce que tu faisais. Je te l'ai dit. Encore et encore. Tu n'as juste pas écouté. Encore du silence. Que dois-je faire, demande-t-il enfin. Comment je peux arranger ça? Je ne sais pas si tu peux. Pas rapidement. Il ne s'agit pas d'une erreur, Marcus. Il s'agit de 6 ans d'indifférence. Il s'agit de me désinviter de ton mariage parce que tu étais gêné par ce que tu pensais que j'avais fait. Je me suis arrêtée, sentant la colère que j'avais refoulée remonter à la surface. Et il s'agit du fait que j'ai accompli quelque chose de remarquable et que ma propre famille ne l'a même pas remarqué. Je le remarque maintenant. Parce que tu as été forcé de le faire. Comme Emma vous l'a demandé, parce que Forbes a publié un article. Pas parce que tu m'as regardé et que tu as vu qui j'étais. Tu as raison. Sa voix était épaisse. Tu as tout à fait raison. Et je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Lily. Je sais que tu le es. Mais être désolée n'arrange pas 6 ans. Et Emma? Peux-tu lui parler? Dis-lui que j'essaie de comprendre, d'être meilleure. Non. J'ai dit fermement. Emma a pris sa décision en fonction de ce que tu lui as montré. Je ne vais pas plaider en ta faveur alors que je ne suis pas sûre que tu aies réellement changé. J'ai changé. En lisant votre travail, en voyant ce que vous avez construit. Ce n'est pas un changement, Marcus. C'est juste le fait d'avoir enfin des informations. Le changement, c'est de reconnaître pourquoi vous n'aviez pas ces informations. Pourquoi vous ne l'avez jamais cherché. Pourquoi vous avez fait des suppositions sur la vie de votre sœur et ne les avez jamais remises en question. Il est resté silencieux pendant un long moment. Voulez-vous au moins dîner avec moi? Laissez-moi essayer de comprendre. Peut-être. Un jour ou l'autre. Pour l'instant, j'ai une entreprise à gérer et une centaine de demandes des médias à traiter parce que Forbes a dit que j'étais l'une des jeunes voix les plus importantes dans le domaine de la technologie. J'ai fait une pause. Ce que vous auriez su si vous m'aviez cherché sur Google. À partir de maintenant, je vous chercherai tous les jours sur Google, a-t-il dit en essayant de faire de l'humour.
Ne le faites pas, parle-moi. Posez-moi des questions. Écoute les réponses. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Emma m'a appelé 3 jours plus tard. Lily, c'est Emma. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. C'est bon. Je voulais te le dire. Je ne me remettrai pas avec Marcus. J'ai rompu les fiançailles définitivement. Je suis désolée, ai-je dit en le pensant. Ne le sois pas. Tu avais raison. Il ne s'agissait pas d'un seul incident. Il s'agissait d'une tendance à ne pas voir. Ne pas te voir, ne pas voir les réalisations des femmes, ne pas voir ses propres privilèges. Elle marque une pause. J'ai passé 2 jours à parcourir ses réseaux sociaux, ses conversations. La façon dont il parle des gens. Il publie constamment des articles sur ses propres réussites professionnelles. Il ne vous a jamais mentionné une seule fois. Pas même pour dire, ma sœur travaille dans la technologie. Tu étais invisible pour lui. Je sais. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas du respect élémentaire. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un comme c'est. Je comprends. Merci, d'ailleurs, d'avoir fait l'interview malgré tout, d'avoir été professionnel, d'avoir partagé votre incroyable travail avec moi. J'ai dit, vous êtes bon dans ce que vous faites. L'article était juste et complet. J'ai essayé. Je voulais que les gens te voient comme je t'ai vu dans cette salle de conférence, brillante, motivée, changeant le monde, et non pas comme Marcus te voit ou t'a vu. Comme une pensée après coup. Après avoir raccroché. J'ai pensé à ce mot. Celui qui est tranquille et qui n'a pas besoin de beaucoup d'attention. Celui qui allait bien pour qu'il puisse se concentrer sur Marcus et ses réalisations plus lisibles. J'avais construit une entreprise de 2,1 milliards de dollars et j'étais toujours un élément secondaire. Le reste de la semaine a été chaotique. L'article de Forbes avait ouvert les vannes. Des investisseurs nous appelaient pour nous demander un financement de sérieux. Des universités voulaient que je prenne la parole. Des universités voulaient que je prenne la parole. D'autres entreprises voulaient discuter de partenariat ou d'acquisition. Le vendredi, j'ai fait une présentation lors d'une grande conférence sur l'IA à San Francisco. 2000 personnes étaient présentes. J'ai parlé de l'outil de diagnostic médical Neural System. De la manière dont nos algorithmes peuvent analyser les symptômes et les antécédents médicaux des patients pour suggérer des diagnostics que les médecins humains pourraient manquer. C'était le plus grand public devant lequel j'avais jamais fait une présentation. J'étais terrifiée. Mais je suis montée sur cette scène, j'ai parlé de mon travail et les gens m'ont écouté. Ils m'ont vraiment écouté. Ils ont posé des questions intelligentes. Ils ont remis en question mes hypothèses. Ils voulaient collaborer pour développer ce que nous avions créé. Par la suite, une femme s'est approchée de moi dans le hall d'entrée. La quarantaine, un visage aimable, une allure de professeur. Parker, je m'appelle Sandra Liu. Je suis professeure à l'école de médecine de l'UCSF. Je suis vos travaux depuis 2 ans. L'outil de diagnostic que vous avez mis au point pourrait révolutionner la façon dont nous formons les étudiants en médecine. Seriez-vous prêt à discuter d'un partenariat de recherche ? Absolument, ai-je répondu. Nous avons parlé pendant 20 minutes des applications dans l'enseignement médical, de la manière dont l'IA pourrait compléter le jugement humain plutôt que de le remplacer, des considérations éthiques du diagnostic automatisé. Vous faites un travail important, m'a-t-elle dit lorsque nous avons échangé nos coordonnées. Ne laissez personne diminuer ce que vous avez accompli ici. En me rendant à ma voiture, j'ai appelé mes parents. Ils ont répondu à la 3e sonnerie, tous 2 sur haut-parleur. Lily, nous parlions justement de toi, dit maman. Nous avons lu l'article de Forbes. Nous n'avions aucune idée que tu te débrouillais si bien. Cela fait 6 ans que je te parle de l'entreprise. Oui, mais tu n'as jamais dit qu'elle était aussi grande. 2,5 milliards de dollars ? C'est comme l'argent de Mark Zuckerberg. Ce n'est vraiment pas le cas. Nous ne sommes pas Facebook. Mais c'est notre fille qui est PDG. Et la voix de papa était chaude. Fier. On le dit à tout le monde. Les voisins sont des amis, tout le monde. Tu leur as dit que tu ne savais pas ce que je faisais jusqu'à ce que Forbes publie un article. Silence. Lily, dit maman avec précaution, ce n'est pas juste. Tu as toujours été très discrète sur ton travail. Je n'étais pas privée. J'étais disponible. C'est juste que tu n'as jamais demandé. Encore du silence.
Tu as raison, dit finalement papa. Nous n'avons pas demandé. Nous aurions dû le faire. Nous sommes désolés. C'était quelque chose. Pas assez, mais quelque chose. Marcus est dévasté, ajoute maman. Emma a rompu les fiançailles. Il dit que c'est à cause de ce qui s'est passé avec toi. C'est à cause de la façon dont Marcus m'a traité. Il y a une différence. C'est ton frère. Tu ne peux pas lui pardonner, éventuellement. Peut-être. Mais pas avant qu'il comprenne ce qu'il a fait de mal. Pas tant qu'il ne m'aura pas vu. Nous te voyons, dit papa. Nous sommes fiers de toi. Nous l'avons toujours été. Tu es fier maintenant que Forbes m'a validé. Tu es fier d'avoir de quoi te vanter auprès de tes amis. Mais quand je faisais le dur travail, quand je construisais cette entreprise à partir de rien, en me battant pendant les premières années. Tu t'en fichais à l'époque. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Quand je t'ai dit que nous avions augmenté nos séries, tu m'as demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Quand je t'ai dit que nous avions atteint la rentabilité, tu as changé de sujet pour parler de la promotion de Marcus. Quand je t'ai dit que nous allions augmenter la série B, tu m'as demandé pourquoi je ne sortais avec personne. Ma voix était stable. Mais mes mains tremblaient. Je vous aime tous les deux. Mais vous ne vous êtes jamais intéressé à mon travail. Vous avez attendu que quelqu'un d'autre vous dise que c'était important. Lily, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. J'ai une conférence téléphonique avec notre bureau de Tokyo. J'ai raccroché. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je me suis laissé aller à pleurer. Pas de tristesse, exactement. De libération. De dire enfin les choses que j'avais gardées à l'intérieur pendant des années. De reconnaître la blessure au lieu de la minimiser. Marcus est venu à Palo Alto 2 semaines plus tard. Il m'a d'abord envoyé un texto pour me demander s'il pouvait me rendre visite. Je lui ai dit d'accord, mais juste pour un café. Rien de plus. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon bureau. Il avait mauvaise mine, des cernes sous les yeux, ses cheveux habituellement soignés ébouriffés. Il avait perdu du poids. Merci de m'avoir reçu, a-t-il dit lorsque nous nous sommes assis avec nos boissons. Vous avez une mine affreuse. Je me sens très mal. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à toutes les fois où j'aurais pu te poser des questions sur ton travail et où je ne l'ai pas fait. Toutes les fois où tu as essayé de me dire des choses et que je n'ai pas écouté. C'est bien. Tu devrais y réfléchir. Il grimace. Je le mérite. Je mérite tout ça. Il a sorti son téléphone. J'ai fait une liste de toutes les fois où je me souviens que tu as mentionné ton entreprise et que je n'ai pas donné suite. C'est embarrassant. Je n'ai pas demandé à la voir. Emma ne répond pas à mes appels, a-t-il poursuivi. Je lui ai écrit une lettre pour m'excuser et lui expliquer que je travaille sur moi-même, que je comprends ce que j'ai fait de mal. Elle me l'a renvoyé sans l'ouvrir. C'est son choix. C'est son choix. J'ai juste pensé que si tu pouvais me pardonner, peut-être qu'elle le ferait aussi. Je ne t'ai pas encore pardonné? Marcus. Je prends un café avec toi. C'est différent. Il a hoché la tête, l'air malheureux. Que dois-je faire? Pour mériter le pardon. Je ne sais pas commencer, peut-être par comprendre ce que je fais. Pose-moi des questions. De vraies questions. Pas parce que tu veux que je plaide en faveur d'Emma, mais parce que tu t'en soucies. D'accord. Il a sorti un carnet de notes. Et, parlez-moi des systèmes neuronaux. Depuis le début. Tout. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de l'idée qui a germé au cours de ma dernière année de doctorat. Utiliser le traitement du langage naturel pour rendre les connaissances des experts accessibles. De la création de l'entreprise avec 2 camarades de classe dans un bureau loué à Mountain View. De la première année où nous n'avions pas de clients et où j'ai épuisé mes cartes de crédit pour nous maintenir à flot. Je lui ai parlé de notre premier grand client. Un système hospitalier qui voulait piloter notre outil de diagnostic. Du moment terrifiant où nous avons présenté notre projet à notre première société de capital risque. De la série de financement qui nous a permis d'embaucher de vrais ingénieurs et de développer notre technologie. Je lui ai parlé des années difficiles, des produits concurrents, des échecs techniques, des employés qui nous ont quittés, des investisseurs qui ont douté de nous, du moment où notre algorithme a correctement diagnostiqué une maladie rare que 3 médecins humains avaient manqué,
et où nous avons réalisé que nous étions sur quelque chose de réel. Je lui ai parlé du passage de 10 à 50 puis à 200 employés, de l'ouverture de bureaux à Londres et à Singapour, des cycles de financement de série C et de série D qui nous ont permis d'atteindre une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Marcus a écouté. Il a pris des notes. Il a posé de bonnes questions. Des questions réfléchies. L'application de diagnostic médical, a-t-il dit. Vous avez dit qu'elle avait permis de sauver des vies. Pouvez-vous quantifier cela? Nous estimons que notre outil a contribué à environ 340 diagnostics plus précoces de maladies graves au cours des 2 dernières années. Un diagnostic précoce améliore considérablement les résultats, donc oui, nous pensons avoir sauvé des vies. C'est incroyable, Lily. Vous sauvez littéralement la vie des gens avec du code. Des algorithmes diaformés sur de vastes ensembles de données médicales, mais oui. Tu es restée silencieuse un moment. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais pris la peine de savoir. Tu faisais ça, tu construisais ça, tu sauvais des vies, tu changeais la médecine, et je pensais que tu faisais de l'assistance informatique. Vous pensiez ce que vous vouliez penser. Que j'étais en sécurité. Petit et que je ne menaçais pas ton rôle de frère ou de sœur qui réussit. Il a tressailli mais n'a pas discuté. Il tressaillit mais n'argumenta pas. J'avais besoin que tu sois moins que moi parce que je n'ai pas confiance en mes propres réussites. Tu as un doctorat de Stanford. Tu es tellement. Tu es en train de changer le monde. Et moi, je suis quoi? Un directeur marketing. Un cadre moyen supérieur dans une entreprise que je n'ai pas créée. Il n'y a rien de mal à ça, Marcus. C'est du bon travail. Un travail important. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Et au lieu d'être fier de toi, d'être inspiré par toi, je t'ai diminué. Je t'ai rendu petit pour que je puisse me sentir grand. Oui, ai-je répondu simplement. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le café était animé autour de nous. D'autres travailleurs de la technologie, des étudiants de Stanford, le bruit ambiant d'un mardi après-midi de la Silicon Valley. Je peux venir à ton bureau? Demande Marcus. Voir où vous travaillez. Rencontrer votre équipe. J'ai réfléchi. Pas encore. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, cet espace est le mien. C'est là que je suis appréciée, vue et respectée. Je ne suis pas prête à y introduire des complications familiales. Je comprends. Vous comprenez? Parce que je n'en suis pas sûre. C'est dans mon travail que je compte, Marcus. C'est là où les gens s'intéressent à mes idées, où mes réalisations comptent, où je ne suis pas seulement la petite sœur de quelqu'un. Je dois protéger cet espace. De moi, dit-il à voix basse, de tous ceux qui pourraient me faire sentir à nouveau invisible. Oui, y compris toi. Il a hoché la tête, les yeux rouges. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir fait ressentir cela. D'être cette personne. Je sais que tu le es. Mais désolé, ce ne sont que des mots. J'ai besoin de voir le changement. Un vrai changement durable. Pas parce que tu te sens coupable, mais parce que tu as vraiment compris ce que tu as fait de mal. J'essaie. Je vous promets que j'essaie. Nous avons terminé notre café. Alors que nous nous apprêtions à partir, Marcus a hésité. Encore une question. À propos de ton travail. Quoi? Quelle est la prochaine étape pour les systèmes neuronaux? Quel est le grand objectif? J'ai souri légèrement. C'était une bonne question. Le genre de question que quelqu'un de vraiment intéressé poserait. Nous travaillons sur des applications éducatives. Imaginez un tuteur IA capable de s'adapter au style d'apprentissage de chaque élève, d'expliquer des concepts complexes de plusieurs façons jusqu'à ce que le déclic se produise. Démocratiser non seulement les connaissances médicales, mais toutes les connaissances. Cela pourrait tout changer. Surtout pour les enfants des écoles sous-financées. C'est l'objectif. L'équité grâce à la technologie. C'est incroyable. Il fait une pause. Puis-je suivre votre travail? Lire ce que vous faites? Je promets de ne pas être bizarre à ce sujet et de ne pas m'en servir comme excuse pour vous contacter constamment. Je veux juste savoir. Je veux voir ce que tu construis.
J'ai dit, nous avons un blog où nous publions des articles. Nous avons un blog sur lequel nous publions les nouveaux développements. Vous pouvez vous y abonner. Je le ferai. Merci. Nous sommes sortis à la lumière du jour. Marcus s'est dirigé vers sa voiture de location. Je me suis retourné vers mon bureau. Et elle m'a appelé Lily. Je me suis retourné. Je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû le dire chaque fois que tu m'as parlé de l'entreprise. Mais je le dis maintenant. Je suis tellement fière de toi. C'est ce que je voulais entendre depuis des années. Mais l'entendre maintenant, après tout, me semblait creux. Comme recevoir un prix de la part de quelqu'un qui n'a jamais assisté à votre performance. Merci ai-je dit. Mais je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi, Marcus. J'ai besoin que tu me vois. Il y a une différence. Je suis parti. 3 mois plus tard, Emma m'a rappelé. Lily, j'espère que je n'exagère pas. Mais je voulais que tu saches que je travaille sur un article plus long sur les femmes dans la technologie pour le Times. J'aimerais t'y inclure si tu es d'accord. Quel est l'angle? La façon dont l'industrie technologique voit les femmes par rapport à la façon dont elle devrait les voir. Sur les réalisations qui ne sont pas reconnues parce qu'elles ne correspondent pas aux schémas habituels. Sur ce qu'il faut faire pour réussir quand on est constamment sous-estimé. Elle marque une pause. Sur le fait d'être invisible pour les personnes qui devraient vous voir le plus clairement. C'est personnel. C'est vrai. Je pense que c'est important et que votre histoire pourrait aider d'autres femmes qui se sentent invisibles. J'ai pensé à toutes les jeunes femmes inscrites dans des programmes de STEAM, qui travaillent 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance, aux brillants ingénieurs de mon équipe qui m'ont raconté avoir été rejetés par des professeurs, des investisseurs, voire des membres de leur famille. Je me suis dit, allons-y. L'article a été publié dans le New York Times 2 mois plus tard. Emma avait interviewé des dizaines de femmes dans le domaine de la technologie, mais mon histoire était au cœur de l'article. La titulaire d'un doctorat de Stanford qui a créé une entreprise d'1 milliard de dollars alors que sa propre famille pensait qu'elle faisait de l'assistance informatique. Et la réponse a été extraordinaire. J'ai reçu des centaines de courriels de femmes partageant leur propre histoire de sous-estimation, de négligence, de rejet. Des filles dont les parents ne comprenaient pas leur travail. Des sœurs éclipsées par leurs frères. Des femmes qui ont accompli des choses extraordinaires et qui se sentent toujours invisibles. J'ai répondu à autant de demandes que possible. De bonnes ressources ont établi des liens et offert des conseils. Un courriel s'est démarqué. Il provenait de Marcus. Sujet, j'ai lu l'article. Lily. J'ai lu l'article d'Emma dans le Times. Voir notre histoire imprimée de ton point de vue m'a fait prendre conscience des dégâts que j'ai causés. Pas seulement en te privant du mariage, mais aussi en ne te voyant plus depuis des années. J'ai suivi une thérapie. Je me suis demandé pourquoi j'avais besoin que tu réussisses moins bien que moi. Pourquoi j'ai fait des suppositions au lieu de poser des questions. Mon œil valorisait la réussite conventionnelle plutôt que la réussite réelle. C'est un travail difficile. Je ne suis pas fixée. Mais j'essaie. Je n'attends pas le pardon. Je ne m'attends pas à une relation comme celle que nous avions avant. Nous n'avons jamais vraiment eu une relation où tu étais pleinement vue. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je lis vos travaux. Je suis les systèmes neuronaux. Je me renseigne sur l'intelligence artificielle pour comprendre ce que tu fais. Non pas parce que je me sens coupable, mais parce que tu es ma sœur. Que tu es remarquable et que je veux savoir qui tu es vraiment. Je suis fière de toi. Pas parce que Forbes m'a dit de l'être, mais parce que j'ai fait le travail nécessaire pour comprendre ce que tu as construit, ce que tu as surmonté, ce que tu essaies de changer dans le monde. Je t'aime. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le montrer. Marcus. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai appelé. Lily, a-t-il répondu, surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles. J'ai lu ton email. Tu es en thérapie. Oui. 2 fois par semaine. Ça m'aide. Je commence à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'avais besoin que tu sois petite. Il s'agissait de moi. Pas de toi. De ma propre insécurité. D'avoir été menacée par ton intelligence et tes réussites au lieu de les célébrer.
D'avoir été élevé dans l'idée que le succès se présentait d'une certaine manière et de ne pas être capable de le voir lorsqu'il se présentait différemment. C'était la bonne réponse. Et la réponse honnête. Le mois prochain, j'organise un événement au sein de mon entreprise. Une célébration pour avoir atteint les 500 employés. Tu peux venir si tu veux. Rencontrer mon équipe. Voir ce que nous avons construit. Silence. Puis, vraiment. Oui. Mais Marcus, si tu viens comme mon frère qui essaie de comprendre, pas comme quelqu'un qui sait déjà tout. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu poses des questions. Tu restes humble. Je peux le faire. Je veux le faire. Je t'enverrai les détails. Ne le gaspillez. Pas. La fête de l'entreprise s'est tenue à notre siège de Palo Alto. 500 employés. Plus les partenaires et les familles. Nous avions loué tout le bâtiment, installé une scène pour les discours, fait venir un traiteur, créé une atmosphère de joie et d'accomplissement. J'ai fait un discours sur ce que nous avions construit ensemble, sur les vies que nous avions changées, sur l'avenir que nous étions en train de créer, sur le fait que les systèmes neuronaux n'étaient pas seulement une entreprise. Il s'agissait d'une mission visant à démocratiser le savoir, à rendre l'expertise accessible, à égaliser les règles du jeu qui avaient été inclinées pendant trop longtemps. L'équipe a applaudi. Ces gens me connaissaient, m'appréciaient, me voyaient clairement. Marcus se tenait à l'arrière et observait. Je l'ai vu prendre conscience de l'ampleur de ce que nous avions construit, de la diversité de notre équipe, de l'affection sincère que les gens avaient les uns pour les autres et pour leur travail. Après mon discours, Raj m'a pris à part. Ton frère est là. Je sais. Je l'ai invité. Il a posé des questions aux gens. Sur vous, sur l'entreprise. De bonnes questions. Des questions respectueuses. Bien. Plus tard, Marcus m'a trouvé près des tables de nourriture. C'est incroyable, m'a-t-il dit. L'énergie ici, les gens, ils croient vraiment en ce que vous faites. Ils devraient, nous faisons un travail important. Je sais. Je veux dire, je le comprends maintenant. Je le comprends vraiment. Il a regardé autour de lui. J'ai parlé à votre directeur technique. Rogue, il m'a parlé du projet médical, des vies que vous avez sauvées. Il m'a montré une partie du code. Je n'ai pas compris grand-chose, mais il m'a expliqué comment ça fonctionnait. C'est. Lily, c'est brillant. Tu es brillante. J'ai toujours été brillante. Marcus. C'est juste que tu n'as jamais regardé. Je sais. Et je suis désolé. Je continuerai à être désolé pour le reste de ma vie. Il fait une pause. Mais je vais aussi devenir meilleur. Je vais être le frère qui te voit, qui te célèbre, qui comprend ce que tu construis ici. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il essayait. Cela se voyait dans les questions réfléchies qu'il posait dans le carnet qu'il transportait, dans la façon dont il écoutait mes employés parler de leur travail. Continuez à vous montrer, lui ai-je dit. Continuez à essayer. Continuez à poser des questions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je le ferai. Je le promets. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Emma. Elle était venue en tant qu'invitée d'un de mes ingénieurs qu'elle avait interviewé pour un article de suivi. Elle a croisé mon regard, m'a souri et a levé son verre en signe de reconnaissance. Je lui ai rendu son sourire. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde, je suis resté dans mon bureau à regarder le campus de Stanford au loin. L'université où j'avais découvert ma passion pour l'IA. L'université où j'avais jeté les bases de tout ce qui allait suivre. J'ai créé une entreprise d'une valeur de 2,1 milliards de dollars. J'ai sauvé des vies grâce à la technologie. J'avais été reconnu par Forbes, le Times et l'ensemble de l'industrie technologique. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le succès. C'était d'être enfin vu. Par mon équipe. Par mes pairs. Par des journalistes comme Emma qui ont pris le temps de comprendre. Et maintenant, lentement, par ma famille. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée lorsque Marcus m'a déshonoré de son mariage. Ce n'était pas une fin nette, dramatique ou parfaitement résolue. Mais elle était réelle. Et la réalité me suffisait. Mon téléphone a sonné. Un message de Marcus. Merci de m'avoir laissé venir ce soir.
De me laisser voir qui tu es vraiment. Je ne gâcherai pas cette chance. C'est bien. On se voit au dîner de dimanche chez papa et maman. Je serai là. Et je te promets que je leur parlerai de ton travail correctement. Plus de Lily fait des trucs techniques. La vraie histoire. Ils n'en comprendront pas la moitié. Alors je les aiderai à comprendre. C'est ce que fait la famille. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. C'est ce que fait la famille. Ils essaient vraiment, quand ils te voient vraiment. Enfin.